Les voix de la politique ce soir avec Guillaume Bigot, politologue, auteur du livre Populophobie, c'est aux éditions Plomb, et puis Nicolas Corato qui est avec nous, président du comité de réflexion politique Place de la République. Un livre aussi, auteur d'un livre Grande plaidoirie et grand procès du 15 au 20e siècle. C'est aux éditions Heredium, l'union de la gauche en 2022. Y croyez-vous? En tout cas, Yannick Jadot, oui, apparemment. Il prévoit de réunir sous 15 jours les dirigeants de gauche qui ont répondu favorablement à son appel. Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Olivier Faure ou encore Fabien Roussel. Yannick Jadot, convaincu plus que jamais qu'un candidat commun à la présidentielle de 2022 pourrait être désigné à l'automne, oui, dans pas longtemps, dans quelques mois. L'union de la gauche en 2022, est-ce de la politique fiction? Vous dites oui. Sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio, oui à 14%. Vous continuez de voter, évidemment. On va en débattre tout de suite avec nos deux invités, nos deux débatteurs. Alors quand j'ai vu Nicolas Corato et que je lui ai proposé ce sujet tout à l'heure, il a ri. Il a beaucoup ri, Nicolas Corato. Pourquoi ça vous fait rire? Un seul candidat qui représenterait la gauche en 2022. J'ai ri parce que c'était une bonne nouvelle, Philippe. Ah oui, d'accord. C'est une bonne nouvelle. D'abord, moi, j'y crois. C'est pour ça que je ris. J'y crois parce que d'abord, il y a de l'espace à gauche, parce que je crois toujours qu'il y a un clivage droite-gauche, parce que nous avons et nous vivons depuis bientôt 5 ans sous un gouvernement de droite. Même si personne ne s'en est nécessairement rendu compte, mais Emmanuel Macron est un homme de droite qui gouverne à droite. Et je crois qu'il y a donc de l'espace pour la gauche, pour une gauche qui se réinvente, pour une gauche qui s'unisse. Et je pense qu'il y a moins de division d'ailleurs à gauche qu'à droite en ce moment. Donc quand on croit au clivage droite-gauche, quand on croit à la chance de la gauche de réinventer la politique en France, nécessairement on rit, ou en tout cas on sourit quand on entend ce genre d'appel. Et moi je m'en félicite, quel que soit celui qui lance l'appel. Je suis pas sûr que Yannick Jadot soit le mieux placé pour réaliser l'union à gauche, mais en tout cas moi j'entends cet appel à l'union et je crois qu'il est, même si vos auditeurs ne le croient pas, moi j'entends et je pense qu'il est souhaité par bon nombre d'électeurs qui ne se résout pas à voir 2022 résumé à un duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est-à-dire un quinquennat de droite contre un projet d'extrême droite. Alors il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'ego si on veut qu'il y ait une union de la gauche. Alors bon, si je prends Benoît Hamon par exemple ou encore Olivier Faure, peut-être qu'ils pourront s'effacer pour laisser passer un candidat. Alors, Jean-Luc Mélenchon, je suis beaucoup plus sceptique, Guillaume Bigot. Ça, c'est sûr. À part si c'est lui qui représente la gauche, évidemment. Exactement. Mais moi, je crois que c'est plutôt une sorte de... C'est un rêve d'enfant, si je puis dire, ce projet de monsieur Jadot. Là. Il paraît que les rêves d'enfant sont tout à fait à la mode chez les Verts. Parce que, pour deux raisons. D'abord, le premier rêve, c'est que... les Verts pourraient entraîner et devenir les leaders. Parce que quand on veut l'unité, c'est qu'on est dominant. En réalité, il faut dire les choses, en politique, qu'on soit à gauche ou à droite, peu importe. Ceux qui veulent l'unité sont ceux qui pensent dominer l'unité et prendre la tête de l'unité. Or, les Verts ont une espèce d'hubris, pour prendre un mot un peu savant, de grec. Ils ont une espèce de la tête qui gonfle, on dirait en français populaire, et leur tête a gonflé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une abstention entre 53 et 58%. Je fais allusion au taux d'abstention du premier tour des municipales et deuxième tour des municipales. Et donc, leur petit score un peu minable les a amenés à contrôler des villes de plus de 100 000 habitants. Et donc, leur tête on entend beaucoup parler de ces villes, avec toutes les polémiques, la dernière en date, Poitiers. Là, je pense que ça va se dégonfler rapidement. Ce sont devenus la risée de la France entière, et notamment des couches populaires, puisque, en réalité, le deuxième fantasme, c'est que l'écologie serait de droite. En fait, l'écologie, si vous voulez, si le terme de gauche a un sens, et pour moi, il a un sens, c'est quand même des gens qui se mettent du côté du peuple, du côté des dominés économiquement, du côté des plus faibles. Là, on a un parti qui représente les gens diplômés, qui représente les gens qui gagnent bien leur vie, qui veulent quoi? Qui veulent des trottinettes électriques et qui veulent du bio, c'est bon, qui coûte 3 fois plus cher que chez Lidl. Voilà, c'est ça qu'on nous présente comme un projet de gauche. Être écolo, il faut avoir de l'argent quand même. Nicolas Corato, ça coûte de l'argent. Plus une alliance avec le néofascisme islamiste. Super. Manger bio, rouler à vélo électrique, ça coûte de l'argent quand même. On va finir l'introduction caricaturale de Guillaume Bigot. Que j'attendais. C'est aussi pour ça que je souriais quand vous m'avez proposé ce débat, parce que vous m'avez dit à qui j'allais débattre. Donc j'attendais cette diatribe caricaturale sur les Verts. Le sujet, c'est pas les Verts aujourd'hui. Le sujet, c'est l'écologie. L'écologie, c'est une affaire représentée par les Verts. C'est une affaire de dominants contre les dominés. Parce que qui va souffrir du dérèglement climatique? Dominée face aux Chinois. Qui va souffrir de la hausse du prix de l'eau? Qui va souffrir de la hausse du prix des énergies? Qui va souffrir de l'effacement du trait de côte, c'est-à-dire de l'érosion de nos côtes? Qui va souffrir de la hausse des températures en ville? Ce ne sont pas les classes dirigeantes. Ce sont ceux qui aujourd'hui, chez vous, là, à ce moment, nous écoutent et
votent à 91% contre l'union de la gauche. Ce sont ces populations-là qui vont souffrir du dérèglement climatique. Donc moi, je veux bien qu'on caricature l'apprentissage politique des Verts, qui est un apprentissage politique comme un autre, avec des erreurs, par les trottinettes, les avions qui volent pas ou qui font plus rêver, etc. Très bien. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la seule partie politique, la seule position politique qui prend en compte l'écologie comme un vrai enjeu d'avenir pour les citoyens, c'est à gauche que ça se passe. Et ça se passe chez Mélenchon. Ça se passe autant chez Mélenchon que chez Yannick Jadot. Ça se passe autant chez Arnaud Montebourg, et avec des raisons différentes, que chez Yannick Jadot, mais c'est à gauche que ça se passe. Demain, la facture énergétique, la facture écologique, ce sont les Français les plus pauvres qui vont la payer. Alors, donc, chez votre ami Emmanuel Macron, qui est de droite, donc on en parle beaucoup, Nicolas Corato, quand même, on en parle beaucoup, on fait rien. Oui. On en parle beaucoup, on fait rien. Vous avez remarqué. Vous avez remarqué ce que donnait la loi climat, qui est une loi qui, majoritairement, fait peser la responsabilité de la transition écologique sur vous, sur moi, sur ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire pas sur ceux qui ont la responsabilité première des enjeux climatiques, pas sur les entreprises, pas sur les gouvernements. Guillaume Bigot, c'est à gauche que ça se passe, l'écologie ? Oui, sans doute. Ça, c'est pas complètement faux, parce qu'il y a deux définitions de la gauche peut-être. C'est-à-dire, c'est l'idée de vouloir prendre fait et cause pour les plus faibles économiquement. Et là, c'est pas du tout le cas avec l'écologie. On va y revenir. Mais il y a une autre définition, c'est de vouloir changer le modèle de société. Je suis assez d'accord. Macron est vraiment à droite, ça c'est sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et l'écologie porte un projet alternatif. Alors, dans cette mesure-là, c'est vrai qu'il peut être à gauche, faut être de bonne foi, parce qu'ils veulent une autre société, inventer autre chose. Maintenant, si on regarde de près, la France n'est pas hors sol. La France est un pays qui est dans la compétition mondiale. La France est responsable de 0,9% des émissions de CO2. Il n'est pas faux qu'il y aura un problème avec les énergies fossiles. Il y a déjà un problème avec les énergies fossiles. Mais le projet des écolos, c'est quoi finalement? C'est d'habiller la défaite en race campagne de la France dans la globalisation, la défaite sur le front, si vous voulez, des technologies, des nouvelles technologies, des biotechnologies. On se rend compte dans la lutte face au Covid, la défaite de la France sur le front des nanotechnologies, etc. Enfin, dans le 21e siècle, la France n'est plus au rendez-vous. Et en fait, on va habiller cette défaite en race campagne en disant c'est super, revenons à une espèce un projet vraiment, alors pour le coup, recroquevillé, de petite permaculture avec ma petite éolienne et je vais faire pipi caca, puis ça va être recyclé, puis je vais faire mes carottes, etc. Enfin, tout ça est absolument risible. Et en tout cas, c'est peut-être un fantasme pour les classes, pour les cadres sup, mais les gens qui attendent du boulot, ils vont pas s'en sortir comme ça. Et malheureusement, l'enjeu écologique, c'est d'abord la Chine. C'est d'abord la Chine et les États-Unis. Et donc, si la France va se charger les épaules des plus pauvres, en réalité, qui ne vont plus avoir de travail, si on durcit la législation sur l'environnement, c'est un peu ça le projet écologique. Donc je vois pas en quoi c'est un projet de gauche. Alors, ils vont se réunir sous 15 jours autour de Yannick Jadot. Ils vont se réunir, donc Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Fabien Roussel, Benoît Hamon. Sur quoi ils pourraient s'entendre, Nicolas Corato, mais d'abord, tous ces hommes politiques? Quel est leur point commun, Nicolas? D'abord, Yannick Jadot n'a pas le monopole de l'écologie à gauche. Je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. Mais il a le monopole du projet de désindustrialisation. Quand on en appelle à l'unité, c'est qu'on est en position de force. Oui, les écologistes à gauche sont en position de force. Ils ne sont pas tout seuls. Ils sont pas tout seuls et en face d'eux, ils ont des forces un peu éclatées, mais qui sont très présentes et qui ont déjà réfléchi à des projets écologiques qui ne sont pas ceux des écologistes. Jean-Luc Mélenchon a un projet d'écologie sociale et un projet d'écologie économique qui n'est pas celui de Yannick Jadot. Arnaud Montebourg, pareil. Benoît Hamon, pareil. Olivier Faure, dans une certaine manière, mais il y a réfléchi un peu moins, exactement de la même manière. Donc il y a un vrai débat à gauche sur ce que veut dire l'écologie. Je prends un exemple sur la Chine. C'est très intéressant ce que disait Guillaume Bigot. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a fait le choix d'importer massivement de Chine des produits manufacturés qui sont négatifs pour l'environnement, non seulement en France, mais également partout où ils passent dans le monde. Ils sont produits en Chine et puis ensuite de leur transport maritime jusqu'à arriver en France. La facture que nous payons, elle est à la fois écologique et sociale sur ces produits. Elle est écologique parce que ces produits sont une aberration en termes environnementaux, en termes de production et de diffusion. Elle est sociale parce que ces produits, il y a 20 ans, étaient produits en France, avec un coût certes plus important, qui permettait aussi de financer la protection sociale et le modèle social à la française. Donc il y a un vrai sujet, l'écologie rejoint nécessairement le social. Et moi, ça, j'en suis considérablement
convaincu. Et c'est le sujet qu'on doit débattre. C'est comment est-ce que l'écologie rejoint le social. C'est pas une histoire de trottinette, c'est pas une histoire de piste cyclable, c'est pas une histoire de voler ou pas voler en avion, etc. C'est une histoire véritablement qui engage tout le pays et la réflexion, elle doit être globale à gauche. Alors, vous n'avez pas répondu à la question que je vous ai posée sur quoi peuvent s'entendre Mélenchon, Faure, Roussel. On ne parle pas de l'écologie là, on parle de. Mais si, justement, il faut qu'ils s'entendent de ce que à part l'écologie, de ce que signifie une trajectoire écologique pour un pays comme la France, pour un continent comme l'Europe. Je prends un exemple. Ils doivent s'entendre, par exemple, pour moi, que c'est la principale difficulté à gauche, sur ce qu'ils veulent faire de l'Europe. Qu'est-ce que la France veut faire de l'Europe? Qu'est-ce que l'Europe peut faire dans le monde? Et ça, ce projet européen qui doit être reconstruit à gauche, il doit se discuter aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, si on veut véritablement faire de l'écologie, il faut qu'on arrête la politique de croissance débridée, anti-concurrentielle au total de l'Europe. Il faut absolument qu'on revienne à un système qui mette des barrières. Il faut qu'on arrête d'importer des produits qui, environnementalement et socialement, sont complètement délirants. Il faut qu'on arrête cette course. Guillaume Bigot. D'abord, arrêter une politique de croissance folle, oui, en Chine avec 4 ou 5% de croissance en moyenne sur 30 ans, mais pas en France avec 1% ou 1,5% de croissance en moyenne. C'est-à-dire que faire moins de croissance que ce qu'on fait sur les 30 dernières années, ça va être quand même extrêmement difficile. Alors, je dis bien pour les cadres sup qui votent pour ce genre de théorie et qui, dans des boîtes qui exportent en Chine, ça les dérange pas. Enfin, pour les gens qui sont au chômage depuis 30 ans, c'est un peu compliqué. Donc, en réalité, oui, on peut imaginer qu'il y a une croissance, disons, vertueuse sur le plan de l'émission de CO2, un investissement dans les technologies du futur qui permettrait d'avoir une croissance propre, mais il faut quand même être raisonnable et regarder où sont les rapports de force dans la compétition internationale et surtout, ça, quand un projet, disons, écolo / de gauche qui ferait l'impasse du nucléaire, ce serait de la folie, parce que finalement, la France détient vraiment une filière quasiment complète, avec pas un monopole, il n'y a pas que des entreprises françaises, mais enfin, grosso modo, une avance énorme qui est manifestement la clé de sortie de l'énergie, des énergies fossiles. Et là, on veut faire un truc européen avec des Allemands qui produisent du charbon et qui foutent le nucléaire en l'air. Enfin, c'est de la folie, c'est de la démence. Vous avez raison, Guillaume, il y a un vrai clivage à gauche être sur le nucléaire. Et européen, c'est de la folie. Il y a un vrai clivage sur le nucléaire. Vous entendez Montebourg, il vous dit pas la même chose que Jadot. La gauche, peut-être, elle a la clé d'une chose, c'est la méthode pour sortir de tout ça. C'est-à-dire la méthode, la gouvernance, c'est comment on fait naître un débat public démocratique qui fait que ce pays se saisit de ces questions-là. La question nucléaire, elle devrait être tranchée par les Français. Et ça, c'est un discours de gauche. En termes de gouvernance, en termes de méthode. Nicolas, on est d'accord qu'il n'y a rien de plus écolo que le nucléaire. Moi, je suis plutôt pro-nucléaire, mais je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Il y a un risque systémique avec le nucléaire. Il y a le problème des déchets. Ça ne se résout pas en un débat de 5 minutes, l'histoire du nucléaire, sachant qu'on engage des générations futures. Ça aussi, c'est un clivage à gauche. C'est-à-dire que la gauche, elle pense aux générations futures. Elle ne pense pas uniquement au confort immédiat, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous sur l'histoire des cadres sup, c'est pas uniquement l'histoire du confort immédiat des cadres sup, des bobos qui vivraient dans les centres-villes. La question écologique à gauche, la question du ça, les pistes cyclables, etc. Oui, mais il ne faut pas réduire l'écologie à ça. Il ne faut pas réduire l'écologie à ça. On juge la politique Aujourd'hui, on a besoin de remettre à plat hors des lobbies. Enfin, excusez-moi, je parle de Paris, mais dans la capitale, par exemple, Anne Hidalgo, son projet écologique, c'est les urinoirs et les pistes cyclables. Ça a été ça. Vous êtes extrêmement réducteur, Philippe. Vous êtes extrêmement réducteur. À Paris, pardon, mais les pistes cyclables, ça change quand même une partie de la vie des gens. Bah oui, aujourd'hui, c'est une réalité. Vous pouvez le pourfendre, vous en moquer, le caricaturer. Aujourd'hui, Anne Hidalgo, et c'est pas du tout ma tasse de thé en termes d'investissement à gauche, mais Anne Hidalgo, elle a changé la vie d'une partie de sa population. Oui, moi je crois que c'est vrai ce qu'a dit Corato à nouveau, l'écologie, les Verts n'ont pas le monopole de l'écologie, mais les Verts ont le monopole ou quasi-monopole de l'idéologie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, en fait, je répète, leur projet, finalement, ils ne se rendent pas compte que leur projet n'est pas tant d'inventer un monde où il y aura une croissance pour tout le monde et une croissance décarbonée et durable. Non, leur projet, c'est importer d'immigrants et leur projet, c'est faire alliance avec l'islamisme et leur projet, c'est aussi de vouloir finalement ce que j'appelle habiller le désastre économique et industriel de la France, l'habiller en une victoire. C'est-à-dire que comme on s'est fait complètement allumer dans les technologies du 21e siècle par la Chine et les États-Unis et l'Allemagne, on va dire que c'est formidable puisqu'on est pauvre maintenant. Donc c'est formidable. Et donc grâce à ça, on va pouvoir faire venir des gens qui vont installer
installer leur tente en bas de chez nous, et puis on va considérer que voilà une espèce d'idéologie néofasciste ultra archaïque, c'est le comble du progressisme et de l'ouverture. Voilà. Bon, en réalité, il y a vraiment une espèce de pulsion suicidaire là-dedans. C'est-à-dire qu'on a détruit notre économie, maintenant on va détruire notre culture, et on va dire que c'est une victoire. Je veux bien. Alors, il y aura quand même une primaire à droite malgré la candidature de Xavier Bertrand, c'est ce que nous dit Bruno Retailleau. Est-ce que vous croyez, vous, à une grande primaire de gauche, par exemple, à l'automne, avec les écologistes, voilà, avec Yannick Jadot, Mélenchon, Benoît Hamon, Fabien Roussel, la grande primaire de la gauche en automne, Nicolas Corato? Non, pas du tout, parce que je pense qu'à gauche, les conditions, assez paradoxalement, les conditions sont remplies pour que s'impose une candidature à gauche. Alors, je ne dis pas qu'elle sera unique, mais je dis qu'une candidature dominante à gauche. D'ailleurs, quand vous regardez le paysage politique français, c'est intéressant parce que la droite est... Vous comptez dedans Jean-Luc Mélenchon? Oui, bien sûr. La droite est beaucoup plus divisée que la gauche aujourd'hui. À droite, vous avez Emmanuel Macron, depuis hier soir, Édouard Philippe, qui ne nous a pas dit qu'il n'était pas candidat en 2022, mais qu'il était loyal. Mais qui pourrait l'être, qu'il avait été loyal. C'était l'imparfait qui était important dans sa phrase. On n'a pas entendu la phrase au futur, donc ni même au conditionnel. Il n'y avait même pas de conditionnel dans sa phrase. Donc nous avons Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Xavier Bertrand, Bruno Retailleau, peut-être Valérie Pécresse, un peu de Marion Maréchal Le Pen, un Zemmour, même un général de réserve d'infanterie qui serait candidat, peut-être nécessairement Marine Le Pen. Ça fait beaucoup de monde à droite, finalement, quand on regarde le paysage politique. Et à gauche, comme le paysage a été déserté, la gauche, c'est Verdun aujourd'hui. Elle est entièrement à reconstruire. Donc elle est à la portée de quelqu'un qui aurait une ambition réelle et qui aurait de quoi porter un symbole. Parce que la gauche, c'est aussi, au-delà d'idéologie, au-delà des projets, c'est aussi un symbole. Et les symboles à gauche, ils sont très importants. Et je crois que la gauche peut être prise par quelqu'un qui porte des symboles très forts de gauche. Et qui par exemple on parle. Moi, je pense qu'on verra tout ça après les régionales. Je vais vous dire, parce qu'on s'attend quand même à un choc majeur après les régionales. Moi, je pense que les régionales vont être un choc démocratique majeur. Elles ont bien lieu ça va le être 13 juin. Un stress test pour notre démocratie. Si elles ne sont pas reportées. Si elles ne sont pas reportées. Mais ça va être un stress test important. Et je pense qu'après les régionales, on passera sur les amusements de M. Jadot, on passera aux choses sérieuses. Et il s'agira de fixer les choses à gauche. Moi, je n'exclus pas des candidatures assez fortes. Par exemple, comme celle de Christiane Taubira. Je sais que ça fera énormément plaisir à Guillaume Bigot et qu'on pourra en débattre. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, il va falloir des grandes figures à gauche. Et Assa Traoré, elle ne sera pas dispo, non? Bon, enfin, je ne vois pas le rapport. Non, je ne vois aucun rapport entre Christiane Taubira et Assa Traoré. Il faut écouter le dialogue qui s'est installé entre les deux personnages. Et qui est intéressant. Sans doute, si on est convaincu de l'intérêt de la couleur de peau des gens, c'est sûr que ça va être très intéressant. Je suis toujours intéressé par le débat. Moi là j'étais atterré par cet échange, pas le nôtre, mais entre Madame Traoré et Madame Taubira. Oui, pour moi c'était vraiment, parce que c'est quand même un symbole, cette femme, de quelque chose, et elle s'est effondrée. Enfin, on a vu une statue s'auto-déboulonner, si vous voulez. Non, c'est vous qui l'effondrez. C'est vous qui l'effondrez, parce que vous aimez bien caricaturer. Non, elle s'est effondrée. Christiane Taubira. On voit bien quand même la force de la réaction et tous ces gens qui s'intéressent à la gauche subitement. Moi, ça ne cesse de m'étonner. Il y a peut-être une colère populaire, effectivement, qui le traverse, mais il y a peut-être une peur aussi que la gauche finalement fasse son retour face à ce mouvement réactionnaire qui est devenu majoritaire en France, en tout cas dans les médias. Mais ce que vous avez peur, Guillaume Bigot? Pas trop. Un peu. Non, pas du tout. Non, mais même pas du tout. Ça vous ennuierait quand même un peu de progrès social dans les débats. Qu'on parle d'autre chose que l'islam, ça vous ennuierait, Guillaume, dans le débat politique pour le 2022? J'aimerais bien qu'on n'en parle pas du tout de l'islamisme, en l'occurrence. L'islam, ça me dérange pas. Quand même, ça vous ennuierait qu'on parle d'autre chose. Je sens que vous êtes gêné avec ça. Bon, alors moi, c'est l'argument principal. C'est ça que veut dire le retour de la gauche. C'est qu'on arrête de se focaliser sur un sujet comme l'islam. Corato me fait une bande-annonce formidable pour ce que j'allais dire, une espèce de teasing, parce que pour moi, cette affaire d'union de la gauche, de gauche et de droite-gauche, ça me fait vraiment penser, vous savez, à la fin du 19e siècle, c'était les esprits et tu là, ils essayaient de faire tourner les tables, les guéridons. Pour moi, tout ça a été vraiment complètement disrupté. Il y a plus cette question de droite et de gauche, parce que le marxisme s'est effondré en 91. On a mis un certain temps à s'en rendre compte. Donc cette question-là, c'est plus clivant. Ce qui est vraiment clivant, c'est l'Europe. C'est la question centrale autour de laquelle le débat doit se nouer. À chaque fois qu'on a eu des référendums, d'ailleurs, ça fonctionnait. À nouveau, le débat démocratique respirait. C'est ça la question centrale. Donc là, on essaie de faire revivre, parce qu'il y a une grande nostalgie, la question de la droite et la question de la gauche. Si on rentre à l'intérieur de cette illusion d'optique-là, ou cette espèce de spiritisme politique, ce que Corato disait est vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même des candidats qui portent des programmes très différents à gauche, très dissemblables, très incompatibles, mais finalement qui sont capables de se réunir.
ce qui montre, à mon avis, probablement une espèce de grand cynisme politique, mais passons. Et à droite, des gens qui disent exactement la même chose, si on met de côté l'extrême droite, mais en tout cas à droite, ils disent exactement la même chose, et pour le coup, il y a une guerre des égos absolument démentielle. Ça, c'est un paradoxe, c'est vrai. Mais enfin, grosso modo, les gens dont on parle à gauche et les gens dont on parle à droite sont des gens qui se réunissent, c'est les gens du vieux monde, qui se réunissent autour d'un guéridon qui dit gauche es-tu là, droite es-tu là. Non, en fait, es-tu là, sans faire de jeu de mots psychanalytique, et ça a été tué, c'est tué là. Ça a été tué là par Macron, et donc il faut réinventer autre chose. Malheureusement, la personne qui est en lice pour porter le fer contre Monsieur Macron, moi je l'appelle pas d'extrême droite, mais je trouve qu'elle est vraiment pas du tout à la hauteur, et il va pas se passer grand chose. Donc on risque d'arriver effectivement à une impression de déjà vu le débat de 2017. Enfin, Corato est plutôt optimiste, puisque Macron fait une politique de droite, c'est ce que nous dit Nicolas Corato, donc la gauche a toute sa place. Ah oui, et je crois que Macron a fait une erreur stratégique Tout importante. dépend du programme de Macron en 2022. Enfin, essayer de faire un... Vous avez raison. Nicolas, je te laisse répondre, mais je voulais juste faire la transition très rapidement. Quand on dit il est de droite, c'est-à-dire qu'il est pour l'ordre établi, il est pour l'Europe, il est pour les marchés financiers, il est pour la globalisation, il est pour l'OTAN. Donc il est pour l'ordre établi. Donc en ce sens, il est de droite, mais c'est une nouvelle droite. Mais je t'en prie, Nicolas. Il est pour le bloc bourgeois, le bloc dominant. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est très étonnant, c'est intéressant ce que vous disiez, Philippe, peut-être. Mais peut-être que Yannick Jadot est une des réserves de voix d'Emmanuel Macron pour 2022. Emmanuel Macron gouverne à droite. Emmanuel Macron gouverne à droite, a laissé beaucoup d'espace à sa gauche. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'il fasse une campagne présidentielle à gauche. Maintenant qu'il a complètement sclérosé et atomisé. Ce que vous appelez la gauche. Atomisé la droite. Non, le vrai sujet, je voulais revenir sur l'histoire des tables qui tournent. La gauche, elle ne regarde pas les tables tourner. La gauche, elle renverse les tables. Le profil, avec l'Europe, le profil et le projet de la gauche. Je parle de la gauche. Je parle pas de la gauche de gouvernement. Je parle de la gauche. Avec le charbon, avec les migrants et avec l'Europe. Je parle de la gauche. La gauche, elle a toujours une vocation à renverser la table, pas à les regarder tourner. Donc il ne s'agit pas d'incantation, il ne s'agit pas d'évocation, il ne s'agit pas d'aller en appeler à une divinité. Il s'agit de regarder le réel et de changer le réel. C'est ça la vocation de la gauche, c'est de changer le réel. La droite a une vocation au statu quo. C'est ça la différence entre la droite et la gauche. Renverser la table, Corato, ça voudrait dire arrêter la globalisation. Ça voudrait dire casser la gueule de la Chine, ça voudrait dire sortir de l'OTAN. Ça, c'est renverser la table. Pourquoi pas, et Guillaume, ça voudrait dire on attend des gens comme vous. La production en France. Mais venez nous voir. Pour avoir des circuits courts. Mais revenez au bercail. Allez chez Monsieur Jadot, le soutien de l'Europe, celui qui fait venir des migrants pour faire baisser les salaires, celui qui veut détruire la filière nucléaire et fabriquer du charbon. Et vous savez, on construit des majorités sur des rapports de force. Le rapport de force aujourd'hui est favorable aux écologistes à gauche, mais c'est pas uniquement, c'est pas valable pour les mois qui viennent. Je veux dire, il faut aussi avoir un peu d'espoir, il faut reconstruire une gauche qui soit une gauche de progrès, une gauche de projet, et une gauche, pardon de le dire, un peu révolutionnaire. De toute façon, le match en 2022, ce sera la réaction contre la révolution, mais pas la révolution sanglante avec le couteau entre les dents, mais la révolution qui change le monde, qui change la société. On ne sortira pas de la pandémie en restant dans le statu quo. Camarade, la réaction est déjà au pouvoir, donc tu veux réagir contre la réaction. Mais la réaction, elle est majoritaire aujourd'hui. En tout cas, est-ce que l'affiche Macron, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, que les Français ne veulent pas voir en 2022, est-ce qu'elle est inéluctable ou pas cette affiche, Nicolas Corato? Moi, je pense qu'elle ne l'est pas. Il faut que les Français comprennent, que les Français qui votent Marine Le Pen comprennent qu'en votant Marine Le Pen, ils votent Emmanuel Macron. Qu'en votant pour Emmanuel Le Pen, Emmanuel Macron, ouais. En votant pour Marine Le Pen, vous les confondez. Mais c'est les mêmes. Ils sont alliés objectifs. Ils ont tous les deux intérêt à arriver au second tour. Les électeurs de Marine Le Pen votent pour le système. Ils ne votent pas pour. Et c'est pas un vote anti-système. Ça, c'est tous les commentateurs qui depuis 30 ans nous expliquent la même chose. C'est faux, c'est de l'illusion. Les électeurs qui votent Front National au Rassemblement National votent pour le système. Merci à vous, Nicolas Corato, président du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès du 15e au 20e siècle. C'est aux éditions Heredium. Et merci Guillaume Bigot, politologue, auteur du livre Populophobie. Voilà, c'est aux éditions Plomb. On vous retrouve la semaine prochaine, évidemment. Dans un instant, Stéphane Soumier et Bismarck et ses invités. Michel Gaupe, président chez Code Rousseau, et puis Didier Boudy, président de Mademoiselle Dessert. À tout de suite.